Merci d'être là pour cette présentation du livre blanc sur l'emploi des seniors, qui était le fruit de plus d'1 an de travail. On a démarré en mars de l'année dernière. Et on l'a publié en mai. Donc c'était un gros travail collectif, public-privé, puisque au départ, il y avait la PEC, il y avait des entreprises, il y avait des branches professionnelles. Et puis, petit à petit aussi, France Travail nous a rejoints. Donc, c'est vraiment un gros travail collectif dont on est fier, qu'on devait présenter à Madame Vautrin le surlendemain de la dissolution. Donc, nous n'avons pas présenté à Madame Vautrin. Nous devions présenter à la nouvelle ministre. Alors peut-être aujourd'hui, mais plus sûrement à notre colloque que nous devions tenir le 15 novembre. Il y a beaucoup de conditionnels dans tout ça, parce que la ministre, on a eu le cabinet hier soir qui nous a dit que comme les négos interprofessionnels allaient reprendre sur l'emploi des seniors, elle ne voulait pas interférer. Donc, on avait la ministre MEDEF CFDT. Donc, on a décidé de reporter aussi notre colloque du 15 novembre. Effectivement, si on n'a pas des grands ténors qui peuvent porter la parole, et public et privé, ça ne sert pas à, voilà, l'intérêt serait minime. À ce colloque, et ça, on le refera bien sûr, nous avions prévu de faire des ateliers sur nos 3 grandes thématiques que je vais vous présenter tout à l'heure. Et c'est l'atelier pour enrichir tout ce qu'on est en train de monter, puisque pour nous, ça y est, pour nous l'idée... T'as mis la suite aussi ? Oui, je te les mettrai après. D'accord. Pour nous, l'idée, c'est pas on a pondu un livre blanc et puis on fait autre chose. C'est au contraire, ce n'est qu'un début. Donc on continue nos groupes de travail et on voulait les enrichir cette journée du 15, vous répartir dans nos trois sous-groupes pour réfléchir beaucoup. On a commencé à réfléchir pas mal à des indicateurs très concrets qu'on mettra en place à l'intérieur du groupe et puis qu'on essaiera également évidemment de beaucoup développer. Et donc ça, on le fera évidemment quand on aura une nouvelle date. La nouvelle date, est-ce que ce sera avant Noël? Est-ce que ce sera l'année prochaine? Pour l'instant, nous ne le savons pas, puisque les premières négos interprofessionnelles de cette année, elles devaient s'arrêter le 15 mars, et puis elles se sont arrêtées sur une non-conclusion bien longtemps après. Alors, je vais appeler nos 3 intervenants. Nathalie, Paul Goater, je vais commencer par les dames quand même. Nathalie de Pêche Group, Laetitia Niodo de la PEC et Olivier Carla de Veolia. Nathalie. Nathalie est Head of Diversity Inclusion de Michael Page. Tout ça est dit en anglais puisque c'est un groupe, quoi, vous le savez, anglo-saxon. Olivier est directeur du développement social groupe de Veolia, communication RH et marque employeur. Ça fait une grosse carte de visite. Et Laetitia est directrice générale adjointe de la PEC. Alors pourquoi avons-nous lancé? Où elle est, Anne-Claire? Voilà, ça y est. Voilà. Alors, pourquoi nous sommes-nous lancés dans ce sujet? Bien parce qu'on partageait tous un même consensus qui a été partagé dans les entreprises, à savoir que les salariés étaient souvent bien contents de prendre leur chèque. Les syndicats aimaient bien aussi que les salariés prennent le plus gros chèque. Et les DRH, c'est un peu cru ce que je vous dis, mais c'est quand même la réalité dans beaucoup d'entreprises. Et les DRH étaient relativement contents de remplacer des salariés qui coûtaient plus cher par des salariés qui coûtaient moins cher. Donc il y avait ce consensus, avec aussi une prise de conscience assez forte. Bon, évidemment, on a beaucoup parlé de la réforme des retraites, et c'était un aiguillon important. Et bien, même si la France aujourd'hui
fait des efforts. La France reste complètement à la traîne de l'Union européenne. Le taux d'emploi, bon, il a un petit peu augmenté entre l'année dernière, enfin entre 2022 et 2023. Maintenant, il est de 58,4 pour les 54-64 ans, mais compte une moyenne de l'Union européenne qui est à 64%. Donc il y a encore un écart qui est important. Et pour les 60-64 ans, c'est 39% chez nous contre 63% en Allemagne. L'Allemagne a fait, en 10 ans, le taux d'emploi de ces seniors a progressé d'au moins 10 points. En particulier ceux qui sont âgés de 60 ans et plus. Donc ce n'est pas impossible de faire bouger les lignes et c'est vraiment le sens de notre action. Alors comment? Alors le groupe AEF Info est un groupe de presse professionnelle qui est un tiers de confiance pour ses abonnés. On lance souvent des sujets sociétaux, et puis on appelle un peu, on envoie quelques mails, et puis en général on nous dit oui. On nous dit oui sur un certain nombre de beaux sujets, et puis on lance des groupes de travail. Pour nous, c'est cette démarche collective. Alors, je ne vais pas vous donner tous les noms des personnes qui ont participé. Vous l'aurez dans le livre blanc. Tous ceux qui ne l'ont pas eu encore, on va vous le distribuer. Je vous redis qu'on aurait aimé totalement symboliquement le remettre à la puissance publique aujourd'hui. C'est pas le cas, c'est pas grave. Je vais vous le remettre parce que aussi, si tous les personnes qui sont dans ce groupe aujourd'hui font bouger les lignes dans leur entreprise, c'est ça qui est important, beaucoup plus que de le remettre symboliquement. Donc nous avons les trois branches quand même, c'était l'intérim, le LEM et puis les acteurs de la compétence, donc 3 vraiment grandes branches. Et dans les entreprises, Veolia était très présent, mais Agir Carco était aussi très présent. Malakoff Médéric aussi était très présent. Il y a eu EDF, il y a eu Engie, des grands acteurs. Des grands acteurs. Il y a eu aussi quelques cabinets, il y a eu Sémaphore. Il y avait Alexio, Sémaphore qui me fait un petit coucou. Il y avait Alexio, il y avait Eurogroupe aussi, que j'avais découvert à l'occasion d'une table ronde qui avait été organisée par l'APEC, où Eurogroupe témoignait. Et Eurogroupe a décidé de changer complètement sa politique senior. N'avait pas forcément une politique senior et donc a mis d'une façon forte cette politique senior et a mis plein de choses en place. Tout ça, vous le verrez dans le livre blanc. Le livre blanc, c'est un peu une caverne d'Ali Baba. Il y a plein de choses dedans. Il y a plein de choses, plein d'exemples. Et ça doit nourrir, ça doit vous enrichir, ça doit être inspirant pour chacun d'entre vous. Voilà. Ce qui était très important pour nous, c'est le sens de notre action. On était totalement tous contre l'idée de faire un plan, un senior, une solution, comme il y a eu un plan, un junior, un jeune, une solution, pour plein de raisons. Pour plein de bonnes raisons. Il y en a une qui est essentielle, évidemment, parce que l'État n'a plus les moyens. Mais même si l'État avait eu les moyens, c'est pas ça qu'il faut faire. Inonder, oui, ça donne un peu de chiffres, mais ça ne fait pas transformer en profondeur. On partage aussi totalement cette conviction. Nous, on a voulu apporter une contribution opérationnelle et complètement apolitique à cette problématique sociétale absolument majeure. Et c'est aux acteurs économiques, c'est à nous tous acteurs économiques, comme vous dans la salle et nous, c'est à nous de réfléchir aux voies et aux moyens pour porter ce sujet et pour améliorer l'emploi des seniors. Alors, je ne dis pas que l'État doit être complètement absent, ce n'est pas le sujet, mais il faut qu'on trouve, nous, les bons leviers. Et quand nous aurons trouvé les bons leviers, on peut faire appel à l'État pour maximiser ce levier. Ce n'est pas forcément de l'argent, ça peut être un décret, ça peut être une modification, la marge d'une loi, etc. Et c'était vraiment ça pour nous,
Et puis surtout, il y a beaucoup de chartes qui existent sur l'emploi des seniors. Alors, il y en a beaucoup qui signent des chartes sur l'emploi des seniors, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse non plus. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les actes. D'où le livre blanc qui s'appelle « Du déclaratif aux actes ». Et je pense que vous partagerez également notre sentiment sur ce sujet. Les conclusions de les premières conclusions. Voilà. Ah oui, bon, on va le voir après. Oui, ben voilà, vous avez 2 pages là du livre blanc, donc la couverture, et on vous a montré, les doubles pages sont à peu près toujours la même chose. Pour vous montrer la richesse, vous voyez, on a des graphes, on a des témoignages. On a des témoignages aussi, on a des bonnes pratiques à l'étranger. On a quand même pas mal de bonnes pratiques à l'étranger, soit de la puissance publique, soit des entreprises directement. Le témoignage, d'ailleurs, la personne qui est sur cette photo est là dans la salle, puisqu'elle a connu particulièrement des galères professionnelles et humaines, puisqu'elle a été longtemps en galère d'emploi. Et aujourd'hui, elle est dans le groupe IGS. Et évidemment, elle a participé à toutes les réunions de notre groupe et était très, très fière aussi quand nous avons sorti le livre blanc. Vous voyez, et puis, des verbatim aussi. Donc, on a essayé de faire une chose très vivante pour pas que ce soit ennuyeux pour vous, que vous ayez envie de le lire. Alors, pas de la première à la dernière ligne, hein, parce que ça serait un peu boring quand même. Mais vous retournez les pages et il y a plein de choses qui vont accrocher, je pense, votre esprit. Les conclusions, elles sont assez simples. La situation des seniors s'améliore. On vient de le voir. Bon, c'est pas encore génial hein, au niveau des standards européens, mais ça va un petit peu dans le bon sens. Vous savez aussi qu'à chaque fois qu'il y a une réforme des retraites qui a allongé la durée de la retraite, les entreprises ont gardé dans l'entreprise autant de temps que la réforme avait reculé cet âge de la retraite. Donc normalement, si on parle toujours de la retraite à 64 ans. Je pense que ça n'a pas été quand même remis complètement en cause dans les négos et qu'on va partir sur des aménagements. Dans ce cas-là, les entreprises devraient garder 2 années de plus leurs salariés seniors. On le saura assez vite hein, dans les stats. Alors, un autre point qui est très important, c'est que tout existe en fait. On n'a absolument pas besoin de réinventer la poudre. Il faut juste parfois adapter ce dispositif aux seniors. Je vais vous prendre 1 ou 2 exemples. Il y a un dispositif qui est excellent, qui est le Conseil en évolution professionnelle, le CEP. Alors, le CEP, à la limite, lui, il n'a pas besoin d'être rénové. Le CEP va très bien. Mais le CEP, qui est un dispositif qui existe depuis longtemps, est peu utilisé. Vous voyez, il y en a, dont on cite les chiffres, je crois que c'était 120 000 aux dernières publications connues. Dans les 120 000, il y en a 100 000 qui sont utilisés par la PEC. Donc ça fait 20 000 France entière. Donc c'est rien. Alors que c'est un super dispositif qui permet vraiment de faire le point sur soi-même. Ceux qui seraient intéressés, d'ailleurs, nous le présentons à notre futur salon Nouvelle Vie Pro du 14 novembre, mais j'y reviendrai plus tard. Je vais prendre aussi un autre exemple, parce qu'on avait toutes les formes aussi possibles d'emploi dans nos groupes. Donc on avait l'entrepreneuriat, donc on avait Adi qui fait les plus petits prêts, et puis BGE qui est le plus grand. On avait aussi le management de transition. Enfin, on avait les groupements d'employeurs. Ça, c'est on avait aussi très attention à ce que ce soit cadre et non cadre à chaque fois qui soient représentés dans nos groupes. Et on parlait des couveuses d'entreprise avec BGE, et BGE nous dit oui, on n'a jamais pensé à adapter ce dispositif aux seniors.
Or, les seniors, un senior qui est un expert, qui a envie de se lancer dans une aventure entrepreneuriale à 55 ou 56 ans, eh bien, il a plein d'idées, mais il n'a jamais rien vendu de sa vie. Donc, comment va-t-il réussir à franchir le pas du commercial? Et c'est peut-être alors que quand on lance sa start-up, bon, bah, c'est tellement évident de vendre tout ce qu'on peut. Donc, comment on adapte, vous voyez? Et puis, comment on fait le pont également? Quand on parlait de ce sujet, justement, le management de transition. Le management de transition, c'est aussi un superbe outil, puisque le management de transition, vous amenez votre expertise, et c'est la boîte qui cherche pour vous les missions. Voyez, donc pourquoi pas aussi créer des ponts. Là, bon, j'en parle dans le 6, les nouvelles formes d'emploi, pour ne pas créer des ponts entre BGE et les sociétés de management de transition, pour faire partir ces personnes qui ont plein de choses à dire et plein de choses à transmettre vers le management de transition, si effectivement c'est difficile pour elles de faire du dev. Et voilà, en faisant travailler tous les acteurs ensemble, on trouve des solutions rapidement opérantes. Je viens de vous en trouver une. Alors, il y a quand même un point qu'on a bien soulevé, et vous le verrez à travers tous les exemples qu'il y a dans le livre blanc, sur maintenir les seniors en emploi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de bouger. On le reverra plus tard. Et puis, il y a aussi... Il y a aussi une chose qui m'avait, dans cette même conférence qu'avait organisée l'APEC, qui avait réuni les partenaires sociaux. Donc, évidemment, tout le monde disait, oui, c'est pas très bien, il faut faire mieux, etc. Et puis, il y avait le patron de l'UDP qui dit, mais moi j'ai aucun souci. J'ai aucun souci avec mes seniors. Il y a 4, 5 personnes, 6 personnes dans l'entreprise. Moi, mon senior, il occupe une place très importante. On a envie de le retenir le plus longtemps possible. Donc il y a quand même des situations contrastées entre les très grandes entreprises qui avaient les moyens de faire des plans de départ volontaires, il faut le dire, et donc qui donnaient des chèques. Après, toutes les entreprises moyennes, où là, c'est sans doute compliqué, et encore les ETI. Et puis les toutes petites, où ça ne va pas si mal. Globalement, ça ne va pas si mal que ça. Bon, en revanche, le recrutement des seniors, là, c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous raconter une anecdote qui est très, très significative, que mes petits camarades connaissent. En juin de l'année dernière, donc ça faisait quand même 3 mois qu'on travaillait ensemble, je leur ai demandé, la main sur le cœur, si on maintenait notre job dating senior dans le cadre de notre salon nouvellevie-pro.fr. Ils m'ont tous dit, la main sur le cœur, mais oui, Daniel, on fait ce job dating. Eh bien, 3 semaines avant ce salon, on avait 3 entreprises qui étaient prêtes à recruter des seniors. Donc, on a ouvert... Alors, évidemment, un salon, ça coûte cher. Donc, on demandait une petite contribution. On a ouvert les vannes, personne n'a payé, et on a réussi à en avoir 15. Donc, cette année, on a admis dans nos indicateurs, on est fou, on est complètement fou. On s'est dit, entre l'année dernière et cette année, là, on va doubler, on va passer à 30 entreprises. Eh bien, on est toujours dans la même galère que l'année dernière. Donc, on va ouvrir les vannes, et puis j'espère qu'on en aura. Alors, si vous voulez, là, aujourd'hui, peut-être que si la conjoncture était la même que l'année dernière, peut-être que ça aurait été mieux. Je ne veux pas mettre toute la faute quand même sur les entreprises. Il y a énormément d'entreprises, d'ailleurs je crois qu'on va en dire un mot, qui sont en train de fermer les vannes aujourd'hui, qui déjà en mai avaient dit on arrête les recrutements, on les fera en septembre, et maintenant, je l'ai entendu que ce fois de DRH, maintenant ça sera janvier. Vous voyez, donc il y a aussi ce phénomène-là. Et les nouvelles formes d'emploi, j'en ai dit un mot. L'intérim est très important. L'intérim est très important pour les seniors, qu'ils soient cadres ou non cadres, même s'il y a assez peu de cadres qui vont vers l'intérim, vont plutôt vers le management de transition. L'intérim adore aussi ces seniors. C'est comme les toutes petites entreprises, parce qu'ils restent longtemps dans les missions, ils restent longtemps en intérim. Ils sont très, très experts. Ils passent facilement aussi d'une mission à une autre mission. Il n'y a pas de temps d'adaptation parce qu'ils sont experts. Donc l'intérim adore les seniors. Donc c'est à développer sans doute beaucoup. Peut-être faire des liens aussi plus importants entre les entreprises et l'intérim.
qui peut travailler à l'intérieur de l'entreprise pour après les emmener vers vraiment des sociétés d'intérim. Il y a aussi le portage salarial, par exemple. Vous voyez, quand vous créez votre activité, un senior, eh bien, c'est pas facile de commencer de faire tout le volet administratif. Or, le portage salarial est là pour ça. Il vous fait tout le volet administratif. Donc, il y a quand même pas mal de choses pour les cadres, hein, beaucoup. Pour les non-cadres, c'est vraiment les groupements d'employeurs. Qui font le même travail un peu, et l'intérim hein, dont je viens de parler, puisque ce sont des CDI du groupement d'employeurs sur des bassins d'emploi. Et après, les personnes qui sont salariées de cette société, il y avait Alliance Emploi, qui est la plus grosse de France, qui était dans nos groupes, sont salariés donc d'Alliance Emploi, et Alliance Emploi fait du time sharing sur ses salariés, essentiellement du non-cadre, hein, vraiment à 97% je crois du non-cadre. Alors, après toutes ces conclusions, nous avons beaucoup travaillé sur quelles seraient nos préconisations pour l'État, pour nous-mêmes aussi, et quels engagements aussi nous pourrions prendre. Donc, alors je vais pas passer en revue les 10, hein, vous les aurez dans le livre blanc. Bon, déjà, porter l'emploi des seniors cause nationale, ça nous paraît une évidence. Les préjugés sont encore tellement lourds. Vous verrez dans le livre blanc une photo de l'avant-dernière campagne de l'APEC. Vous avez des seniors qui sont de dos et on voit une pancarte sur eux périmés. Vous voyez, donc elle était très choc cette campagne, mais bon, il faut peut-être aller jusque-là pour changer le regard. Alors, proposer un label senior. Bon, on a beaucoup parlé d'un index, mais nous, on n'aime pas ça, parce qu'un index, ça stigmatise, alors qu'un label, ça valorise. Donc, on préfère toujours valoriser, voir la bouteille à moitié pleine, plutôt que la bouteille à moitié vide, et être pessimiste. Donc, eh bien, nous en avons un de label. Il y a un label qui s'appelle 45+. D'ailleurs, le fondateur de ce label est là, Daniel. Mets-toi debout, comme ça, peut-être qu'on ira te voir. Daniel est à votre disposition. Donc, il a lancé ça il y a quelques années. Ça a failli passer à un moment donné au niveau des pouvoirs publics. Et puis je ne sais pas, sans doute un ministre qui a changé et puis c'est retombé dans un trou. Mais nous, on trouve ce label très bien. D'ailleurs, on remet les trophées de ce label à notre salon du 14 novembre, Nouvelle Vie Pro. Et il a des belles entreprises. Et ben, vous l'expliquera si on a un petit peu de temps. On a un petit peu de temps quand même, je crois, pour notre réunion, puisque après on a aussi du temps pour remettre le livre blanc. Après, on vous invite aussi à boire un verre à notre stand. Donc on a du temps. Si on a du temps, ben, on demandera à Daniel de nous présenter rapidement son label, et sinon vous irez lui parler. Alors, accompagner, valoriser les seniors en entreprise. Alors pour nous, il y a vraiment 2 maîtres mots. Il y a ce qui est important, c'est l'anticipation et l'accompagnement. Je pense qu'il faut anticiper. Dans les négos, il y avait des choses qui étaient pas mal. C'était un bilan à mi-carrière, un bilan à 45 ans. Surtout pas de bilan à 50 ans. Parce que là, on a eu un rejet dans le groupe en disant « Moi, je viens d'avoir 50 ans et on me dit « Ça y est, tu deviens senior, il faut qu'on commence à s'occuper de toi et te faire… » Donc, 45 ans, on ne se sent absolument pas senior. À 50 non plus, mais quand on vous dit que vous avez 50 ans et que vous êtes senior et qu'on va vous… donc, on préfère 45 ans. Donc, on aimerait bien le faire passer. Il y a plein de choses. Hein. Bon, l'intergénérationnel est très important. La FEST aussi, vous savez, quand on se forme en situation de travail. En gestion des fins de carrière, il y a plein de choses aussi. Vous verrez plein de choses dans le livre blanc. Entre le temps partiel, la retraite progressive, le mécénat de compétences aussi, le compte pénibilité, l'emploi retraite. Sur les seniors demandeurs d'emploi. Donc, on a pas mal travaillé avec France Travail, qui avait des choses dans sa besace. Et nous, ce qu'on mettait vraiment en avant, alors c'est pas dupliquer, c'était s'inspirer du dispositif CEJ,
Donc c'est le contrat engagement jeune qui a été créé par le gouvernement pour les jeunes en difficulté, les jeunes en rupture, qui a porté ses fruits. Alors ce dispositif a coûté très cher. Pourquoi? Parce que ces jeunes étant nulle part, ils font leur SEJ en ayant 500 ou 600 ou 700 euros par mois. Donc c'est un vrai coût important pour l'État. En contrepartie de quoi les jeunes doivent s'engager à faire 20 heures pour aller dans des salons, pour également faire aussi de l'immersion, etc. etc. Et nous, notre SEJ senior, il ne coûtait rien puisque ce sont des demandeurs d'emploi. Donc ils ont déjà rémunéré de toute façon par la puissance publique. Et alors, quand Pôle emploi, enfin France Travail est arrivé dans nos groupes, France Travail nous a dit, mais nous, 1er janvier 2025, nous allons lancer effectivement un dispositif qui s'inspire un peu du CEJ. Mais la grande différence, et on va en parler tout à l'heure avec Laetitia, la grande différence, c'est que nous, on va l'ouvrir à tout le monde. Mais ça sera un contrat d'engagement, donc vraiment signé entre le demandeur d'emploi et France Travail. Le demandeur d'emploi sera énormément encadré. Il fera pas mal d'immersion, mais en contrepartie de cela, il faudra effectivement qu'il accepte tout cet accompagnement très fort que va mettre en place France Travail. Mais France Travail ne veut pas faire de différence entre les seniors et les non-seniors. Je vous le dirai après pourquoi. On a une start-up d'État qui s'appelle Immersion Facility, qui est assez géniale, donc qui fait des immersions, qui propose des immersions de seniors dans les entreprises. Et il y a une enquête de France Travail il y a maintenant 2 ans, elle n'est pas du tout vieille, qui disait que 7 seniors sur 10 qui avaient fait une immersion réintégraient le monde du travail très vite, en fait. Voyez. Et je pense que, moi qui nous occupons beaucoup à EF des jeunes justement en rupture et en difficulté, la chose la plus importante pour les seniors, c'est aussi pour ça que le CEP est pas mal, c'est leur redonner confiance. C'est exactement la même dynamique de base. C'est d'abord, ça y est, je suis un rebut, je suis périmé, je suis ceci, je suis cela. Non, pas du tout. Et puis une immersion. Je ne pensais pas du tout à ça, mais en fait j'ai plein de compétences pour aller vers ce métier. Vous voyez, c'est vraiment redonner confiance. Mieux adapter les dispositifs aux seniors, ça on en a parlé. Mieux développer les compétences des seniors. Donc à chaque fois, vous avez une fiche qui présente les objectifs, les moyens et les bonnes pratiques. Comme ça, vous avez ces 3 niveaux à chaque fois. Donc je vais pas, on va essayer de passer assez vite maintenant à notre conférence. Mieux aménager les transitions pour la retraite. Vous avez plein d'exemples. Trouver les meilleures solutions pour les salariés en emploi pénible. Alors, je pense que Veolia, avec ses éboueurs, pas seulement ses éboueurs, mais aussi beaucoup d'autres métiers, travaille énormément sur ce sujet déjà depuis des années. Repenser le dispositif intergénérationnel, ça marche. Ça marche dans les entreprises, du mentoring inversé, que ce soit les jeunes qui fassent du mentoring auprès de personnes, ça crée juste un collectif. Et puis, ça marche aussi dans les startups. Combien de startups m'ont dit, on hésitait, on a recruté un senior, ça a changé l'atmosphère de travail. Et puis, très important, mieux faire connaître l'ensemble des dispositifs et des acteurs aidants, puisque un des freins principaux à l'emploi du senior, c'est qu'ils sont aidants. Et aidants, non seulement aidants, mais vous savez, il y avait eu une grande enquête du Monde il y a quelques mois là-dessus. C'est la double peine. C'est que souvent maintenant, il y a des nouveaux couples qui se forment plus tard. Et donc à 50 ou 55 ans, vous avez encore des enfants que vous devez suivre, qui ne sont même pas encore parfois dans le supérieur. Et vous avez papa et maman aussi dont il faut s'occuper. Donc ce sont des freins quand même importants. Bon, il y a eu la semaine des aidants. Je pense que c'est un sujet aussi qui a mûri. On en parle aussi. On donne les bons lieux où on peut vraiment se faire aider sur les aidants. Alors, on a mené trois sous-chantiers. C'est bon, tu passes. 3 sous-chantiers. Donc, si vous voulez venir rejoindre l'un de ces sous-chantiers, vous avez les noms des personnes qui sont aujourd'hui. Donc, notre chantier général qui était sur les choses un peu plus généralistes, porter l'emploi à cause nationale, proposer ce label et diffuser ce label.
mieux adapter les dispositifs aux seniors, repenser le dispositif intergénérationnel et mieux faire connaître les dispositifs aidants, sur maintenir un emploi et après retrouver un emploi. Mais évidemment, retrouver un emploi à France Travail et l'APEC sont prioritairement concernés, mais vous voyez, il y a BPI France, il y a CMA, il y a le comité de bassin d'emploi que Daniel dirige, il y a le groupe IGS, il y a ITG qui est le portage salarial, il y a Manpower, donc là on est sur l'intérim, Pêche Group aussi, dont on va parler, et puis maintenir en emploi, c'était aussi nos grands acteurs qui sont plutôt côté entreprise. Bien, maintenant, alors, Dernière chose, je vous ai parlé un petit peu de notre salon. Donc notre salon Nouvelle Vie Pro, on a depuis 10 ans, enfin maintenant ça fait 11 ans ou 12 ans, on a un salon qui s'appelle Nouvelle Vie Professionnelle, où on ne parle que de la reconversion. J'ai envie de bouger, je dois bouger, qu'est-ce que je fais? Vraiment, on a tous les ans des milliers de personnes qui viennent pour trouver leur solution. Pour amorcer soit un projet, soit finaliser un projet. Donc on a tous les acteurs possibles et imaginables. On a aussi beaucoup de coachs qui font gratuitement pendant une demi-heure aussi un démarrage de coaching. Et donc l'année dernière, on s'est dit, on va donc ajouter un sous-salon sur l'emploi des seniors avec ce job dating. Donc ce sous-salon, on propose beaucoup de l'accompagnement, on propose beaucoup d'informations et puis on recrute et donc on espère, alors on ne va pas arriver à 30, on ne rêve plus là, mais si au moins on arrive à 15 ou une petite vingtaine cette année, on sera très 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 content. Voilà, maintenant je vais passer la parole à mes 3 intervenants. D'abord Laetitia. Quelle évolution l'APEC et toi-même, on se tutoie parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, si vous nous le permettez. Et on se connaissait déjà avant, bien sûr. Laetitia, est-ce que tu as vu des évolutions depuis quelques années sur tous les sujets qu'on a abordés? Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Daniel de cette invitation. Alors, une évidence que vous partagez tous, d'autant plus que vous êtes présents ce matin à ce débat, c'est que aujourd'hui en France, l'emploi des seniors représente toujours un défi et c'est clairement renforcé par le contexte d'allongement de la vie professionnelle que nous connaissons. Daniel l'a dit en introduction, le taux d'emploi des 55-65 ans progresse doucement, très doucement, mais la tendance est quand même bonne. Mais force est de constater en effet que l'on reste très sensiblement inférieur à la moyenne européenne. Si je zoome sur les cadres, puisque c'est ce que l'APEC connaît le mieux, clairement, il y a une difficulté particulière pour les cadres seniors. Alors pour l'APEC, les cadres seniors, c'est à partir de 55 ans. C'est-à-dire le moment, je le rappelle, où il vous reste encore un quart de votre vie professionnelle devant vous. Donc ce n'est pas la fin de carrière. C'est peut-être la dernière partie, mais c'est quand même un quart de votre vie professionnelle qui est encore devant vous. Alors clairement, le problème se caractérise sur le taux de chômage, puisque le marché de l'emploi cadre, c'est un marché de plein emploi. On est à peine à 4% de chômage. En revanche, pour les cadres seniors, ce taux de chômage atteint presque 7%. C'est-à-dire le niveau global, en moyenne, du taux de chômage national, toute population confondue. Donc il y a une vraie problématique spécifique pour les cadres seniors face au maintien dans l'emploi et face au recrutement après une rupture. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de l'évolution à venir, puisque Daniel l'a dit, on a connu ces 2-3 dernières années, en gros depuis la fin 2021, un marché de l'emploi cadre très très dynamique, avec des niveaux de recrutement jamais atteints. L'année dernière, c'était plus de 300 000 recrutements cadres qui ont eu lieu dans les entreprises en France. Donc une dynamique très très forte, des tensions de recrutement pour les entreprises très très fortes, une vraie difficulté
à trouver des ressources qui, peut-être, ces tensions ont pu bénéficier aux seniors, comme peut-être à d'autres populations qui, jusqu'à présent, ne correspondaient pas aux critères initiaux de recherche des entreprises. Donc, un marché très tendu depuis 2-3 ans, mais depuis le début de l'année 2024, et c'est une tendance continue depuis le début de l'année, on observe un infléchissement de cette dynamique. On n'observe pas une récession de l'emploi cadre. Les chiffres de recrutement resteront toujours très favorables sur 2024, mais la dynamique, clairement, s'infléchit. Les entreprises sont dans l'incertitude, les investissements sont postponés dans le temps, et ça a un effet immédiat sur l'emploi cadre. Donc, face à cette évolution du marché, on n'a pas encore les moyens de le mesurer, mais on peut craindre, peut-être, puisque les tensions de recrutement se réduisent, on peut craindre que ça impacte encore plus fortement les seniors sur ce marché de l'emploi. Comment vous positionnez-vous vis-à-vis des seniors? Tout à l'heure, je parlais de France Travail. France Travail qui ne veut pas faire de différence entre les seniors et les non-seniors, si je puis dire. Peut-être un peu pour ne pas stigmatiser, mais ce n'est pas la raison de fond. C'est qu'ils estiment qu'il y a autant de cas particuliers pour un senior ou pour un non-senior. Donc, de les mettre dans des dispositifs seniors, ça n'aurait pas grand sens selon eux. En revanche, ils ont des dispositifs. Ils ont un dispositif qui s'appelle parcours emploi santé. Parcours emploi santé. Et ce parcours emploi santé qui est ouvert à tous les demandeurs d'emploi, il y a plus de la moitié des plus de 50 ans qui sont dans ces dispositifs. Donc pas de dispositif spécifique, mais quand même des dispositifs que les seniors utilisent beaucoup plus que les non-seniors. À l'APEC, alors c'est comment ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Daniel, à savoir que les seniors, ce n'est pas une catégorie homogène, unique, homogène, et les besoins, les attentes, les situations de chacun des seniors sont différentes et doivent pouvoir avoir des réponses adaptées, des réponses variées en fonction de leurs réels besoins. On a aussi observé à l'APEC que si on brande trop fortement certaines offres de services seniors, ça crée un petit effet repoussoir pour les seniors. Ils n'ont pas forcément envie de s'y engager, de s'y inscrire. Malgré tout, il y a quand même des ateliers qui sont spécifiquement pensés pour eux. Je peux citer un atelier qu'on appelle « Valoriser les atouts de votre expérience », qui s'adresse plutôt forcément sur les 45 ans et plus. Un autre atelier très intéressant et très plébiscité par les seniors, c'est oser les nouvelles formes d'emploi ou les différentes formes d'emploi. C'est un des points du livre blanc, puisque souvent, après une recherche difficile et longue pour retrouver un emploi salarié, pour retrouver un emploi identique à celui que j'avais avant, les seniors vont, par manque d'opportunités, s'orienter vers d'autres formes d'emploi. Créer son entreprise, le management de transition, voilà, des choses diverses et variées. Et ils ont besoin qu'on les accompagne sur ces nouvelles formes d'emploi, parce qu'en fait, elles sont très peu connues. Voilà, il y a besoin d'ouvrir le champ de la réflexion du projet professionnel. Donc ça, c'est un point qui peut être intéressant. On a aussi des dispositifs de mentorat spécifiques pour les seniors demandeurs d'emploi, qu'on appelle Talent Senior. On a aussi un atelier à destination des entreprises, cette fois-ci, justement pour casser les stéréotypes et qu'on appelle « Et si vous recrutiez un senior ?» Voilà, donc des dispositifs spécifiques, mais j'ai plutôt envie de revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la nécessité d'anticiper
de préparer sa dernière partie de carrière. Et en effet, des outils dans ce cadre, il y en a plein. Il y a le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, donc en effet l'APEC est l'opérateur national du CEP pour les cadres. Le CEP, il est encore trop peu connu, donc il faut qu'on participe tous à le faire connaître davantage, et trop peu utilisé, tout simplement. Il faut pouvoir utiliser davantage ces dispositifs le plus tôt possible quand on est en emploi. C'est encore mieux. Ça, vous le reverrez aussi dans le livre blanc. Et puis, je voulais aussi souligner, dans cette nécessaire anticipation et finalement travail tout au long de la vie sur la réflexion sur le projet professionnel, je voulais aussi souligner le rôle des entreprises. Parce qu'on constate, à travers de nombreuses études, que les seniors, et je vais le dire comme ça, les entreprises investissent moins sur les seniors que sur d'autres populations. Les seniors, par exemple, sont moins souvent formés. Chez les cadres, 31% des plus de 55 ans ont bénéficié d'une formation dans leur entreprise sur les 3 dernières années. C'est 46% pour les cadres plus jeunes. Ils sont moins souvent mis dans les flux de mobilité. Et d'ailleurs, eux-mêmes, souvent, estiment, je suis trop vieux, je ne vais pas me former. Voilà, il y a aussi de l'autocensure. Il y a beaucoup d'autocensure. Exactement. Donc, quand on sait, je vous donne un autre petit chiffre, quand on sait que 4 cadres sur 10 de moins de 35 ans quittent leur entreprise dans les 2 ans après la signature de leur contrat, on peut se dire que économiquement, en termes d'investissement, les entreprises ont peut-être intérêt à continuer à investir sur leurs seniors et leurs cadres seniors parce que la fidélisation de ces cadres est beaucoup plus forte. Tu parlais des stéréotypes. Est-ce que tu penses que les stéréotypes sont aussi importants chez les seniors que chez les cols bleus ? Je poserai la question aussi. Chez les cadres, tu veux oui, dire chez les cadres par rapport au col bleu. Bien sûr, c'est évident. Je pense que ça traverse toutes les CSP. Ces stéréotypes sont encore extrêmement présents. De toute façon, globalement, la société a toujours tendance à catégoriser, à opposer même les générations. Donc X, Y, millénial, boomer, on ne sait plus où on en est. Enfin, en tout cas, moi, je m'y perds, je ne sais plus où je suis. Avec ces catégorisations, il y a en effet systématiquement le lot de stéréotypes qui va avec. Donc avec des jeunes moins investis qui ont fait le choix de leur vie personnelle plutôt que de leur vie professionnelle. Et de l'autre côté, des seniors et notamment des cadres seniors qui seraient plus difficiles à manager, plus chers, moins enclins aux nouvelles technologies et à l'innovation. Donc ça, c'est vraiment très fort. Donc on doit travailler sur la sensibilisation et la déconstruction de ces stéréotypes. C'est ce qu'on a essayé de faire en effet avec notre campagne Périmée, qui était une campagne un peu choc, un peu interpellante, que vous avez peut-être vue en effet en fin d'année dernière. On en a eu d'autres juste avant, un petit peu plus positives, que j'aime bien aussi, donc je les cite en clin d'œil, avec des slogans du type 50 c'est le nouveau 30, ou du type 30 ans de carrière c'est un beau début. Voilà, donc les stéréotypes, on a tous un rôle à jouer. Ce que tu évoques clairement sur Nouvelle Vie Pro 50 plus est clairement un signe. Hein. Les entreprises ont besoin de compétences. On a là des viviers de compétences hyper engagés, formés, motivés. Pour les cadres, au moins en tout cas, en très bonne santé. Donc allons-y. Et toi, Olivier, Veolia en interne et ton ressenti externe, col bleu, col blanc, sur les stéréotypes? J'aime bien quand Daniel me dit « et toi, Olivier ?» parce que là, quand même, voilà, je suis un petit peu senior quand même, je viens d'avoir 60 ans, donc de temps en temps, je me dis « est-ce qu'on parle de moi dans les seniors ou est-ce que… » Et effectivement, ça s'adresse à moi. Parlons de Veolia un petit peu et on va revenir après sur le col bleu ou catégorie non cadre. Veolia, donc,
dans le domaine de la gestion des déchets, de l'eau, de l'énergie. C'est 218 000 salariés dans le monde, c'est 45 000 salariés en France. Donc ça donne un scope en France de regard sur c'est quoi notre composition sociale, c'est quoi nos effectifs. Et donc j'ai plongé un petit peu pour dire ça nous dit quoi les seniors ou ce sujet senior chez Veolia. On a une caractéristique importante, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de col bleu et qu'effectivement, j'ai travaillé sur les enjeux de seniors et pénibilité, parce qu'on a à peu près en France 39% de notre catégorie sociale qui sont des ouvriers. C'est 50% au niveau mondial, c'est un peu moins en France parce qu'on a beaucoup de sièges à cet endroit-là, mais 39% d'ouvriers et 78% de non-cadres. Ce qui fait que l'enjeu senior, il va effectivement traverser l'ensemble des catégories et s'illustrer dans un cadre qui est un cadre plus large d'une entreprise de main-d'œuvre avec son expérience, avec des emplois très locaux. Et ça, c'est la première caractéristique. Dans ces 45 000 salariés, on a beaucoup de seniors. Donc, j'entendais tout à l'heure les grandes entreprises, les seniors ou ces éléments-là. On a 35% de notre population, des 45 000, qui ont plus de 50 ans. 35%. 20% qui ont plus de 55 ans. Et quand je regarde les business units, c'est très, très équilibré. J'ai regardé la holding en me disant la holding, il y a 80% de cadres, ce qui est atypique effectivement par rapport à la composition sociale. C'est 26% de plus de 55 ans. Ce qui fait que la seniorité chez Veolia, et je dirais l'expérience, elle est reconnue, elle est existante. Je reviendrai après sur ce que ça nous dit, peut-être un pourquoi de cette situation un peu peut-être atypique par rapport à d'autres grandes entreprises. L'autre point qui m'a intéressé, c'est de regarder, est-ce que ces seniors et ces 20% qui ont plus de 55 ans, ça fait quand même, nos plus de 50 ans, ça fait 15 000 salariés. Donc c'est 15 000 hommes et femmes qui ont plus de 50 ans, à un moment où on se dit les seniors, c'est quoi l'avenir ou comment on les recrute. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a à peu près, en moyenne, sur les 4-5 dernières années, c'est plutôt en évolution, 800 personnes qui partent en retraite tous les ans. C'est qui ces 800 personnes qui partent en retraite tous les ans? C'est à la fois des cadres et à la fois des non-cadres. Ça traduit quoi? Ça traduit qu'on peut faire jusqu'au bout de sa carrière et qu'on n'est pas dans ce stéréotype parfois qui est attaché aux entreprises, du fameux PDVA ou des mesures de dire on va sortir nos seniors, on fera un effet Noria, etc. On a des salariés qui restent, 800 à peu près, c'était 893 l'an dernier, sont partis dans des systèmes de retraite. Alors comment fait Veolia? Alors comment on fait? Je veux juste ajouter un dernier point pour donner le panorama social, c'est qu'on recrute des seniors. C'était un peu une surprise. Alors, je suis un peu senior et je m'occupe des relations sociales. On avait autrefois, il y a eu un moment, le contrat intergénérationnel, contrat de génération, et on avait comme obligation légale de mettre un pourcentage de recrutement de seniors. Alors, avec les partenaires sociaux, on avait été relativement lucide. On s'était dit, les seniors, ça va être compliqué de recruter. On avait mis 2% de recrutement. La réalité, c'était qu'on était à 7%. Et que sur l'an dernier, j'ai regardé, on a recruté 4500 CDI en France. Sur ces 4500 CDI en France, il y avait 500 de plus de 50 ans. Très équilibré, cadre et non cadre. Très, très représentatif des pourcentages relatifs. C'est-à-dire que l'expérience, le recrutement, alors c'est que 10%, alors que je vous ai dit qu'on était 35%. Mais néanmoins, c'est 500 personnes de plus de 50 ans qu'on trouvait et sur lequel le sujet n'a pas été leur âge, mais a été leur expérience. Tu l'as très bien dit, c'est qu'est-ce qu'on partage, et peut-être que nos métiers, qui sont des métiers de contrats municipaux, industriels, locaux, de relativement long terme, on n'est pas dans la sortie de produits de grande consommation, on est sur des contrats qui vont durer 3 ans, 5 ans, 10 ans, nécessitent effectivement une valorisation de l'expérience, de la connaissance d'un terrain, de la connaissance d'un territoire, connaissance d'un contrat et de ses modalités techniques. Et est-ce que c'est préjudiciable, ces 35% de plus de 50 ans? On n'a jamais eu de meilleure performance, on n'a jamais été aussi innovant dans la société, et donc c'est un collectif qui fonctionne avec ces 35% de plus de 50 ans. Alors, je ne sais plus quelle était la question, Daniel, je me suis emballé là sur les... Voilà. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement conserver les seniors jusqu'à leur retraite? Et alors, je me suis posé cette question-là en disant, est-ce qu'il y a
des dispositifs particuliers pour les seniors. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une attention, effectivement, une valorisation de dire on a besoin, et notre président Antoine Frérot, qui est un vrai senior, a porté des idées neuves sur la raison d'être, sur la relation avec les parties prenantes, sur l'engagement, sur l'utilité. Et je pense que ça, ce n'est pas une histoire d'âge, que ça se partage complètement et que par contre, effectivement, il y a une attention des fonctions ressources humaines ou de direction d'associer systématiquement et de ne pas avoir une segmentation trop forte, je partage le point, en disant bah, « t'es senior, alors vu que tu es senior, on va peut-être te faire ça ». Il y a des attentions particulières, on va y revenir sur les emplois ouvriers. Bien sur les emplois ouvriers, bien sûr. Mais peut-être plus globalement, c'est effectivement d'associer, on a tous dans les grandes entreprises des dispositifs pour nos talents, pour nos hauts potentiels, pour nos women in leadership, etc., pour booster les carrières. Est-ce que tu ressens ce qu'a ressenti Laetitia, que les personnes plus seniors voulaient moins se former, ou c'est pas du tout, un aspect chez vous? Je ne le ressens pas du tout. Je le ressens pas du tout. Par contre, effectivement, la vigilance qu'on a, c'est de dire, OK, il y a des dispositifs sur, effectivement, plutôt les jeunes talents pour les conserver dans l'organisation et développer leur carrière. Attention à ne pas donner le signe en effet miroir négatif, que ça c'est pour les jeunes et puis que les anciens, ils n'ont pas de dispositif. Donc dans tous les collectifs, là on vient de faire tout un truc d'atelier 2 tonnes, de fresques du climat, bah, les seniors, ils étaient à fond. Ils étaient à fond. Et je ne les vois pas comme seniors, je vois des équipes managers, non-managers, expérimentés qui participaient, qui apportaient leurs solutions et leurs valeurs au débat. Donc pas de point très spécifique. Il y a par contre une attention sur la formation, parce qu'effectivement, sur la formation, alors ce n'est pas totalement significatif, mais on regarde effectivement, j'adore la fameuse phrase « on améliore que ce qu'on mesure », mesurer la formation, à qui va la formation, c'est un sujet chez Veolia qui a toujours été extrêmement important. C'était un des KPI clés. Est-ce que la formation va au cadre, on n'en a que 22%, ou est-ce qu'elle va au non-cadre? C'est très équilibré dans la répartition, ce qui est un point important. Pour les 50 ans, les plus de 50 ans, on voit effectivement qu'ils sont 35% de la population, mais qu'en heures de formation, ils ne récupèrent, entre guillemets, que 25 à 26% des heures de formation. Il y a un petit décalage, et le fait de le mesurer a permis un débat avec les DRH, a permis un débat avec les organisations syndicales aussi, qui sont bien entendu très vigilantes à tous ces sujets, pour dire, attention, il y a un décalage. Pourquoi il y a ce décalage? Est-ce que certains seraient plus éloignés de ces éléments? Et je pense qu'il y a la formation, mais il y a aussi les projets, il y a aussi les groupes de travail, il y a aussi les collectifs qui fonctionnent, et que c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc c'est des entreprises apprenantes, il y a différentes façons d'apprendre et de partager et de transmettre dans l'organisation. Et alors pour les non-cadres, les éboueurs, voilà, les ouvriers alors, de l'eau, etc. On les appelle les reapers chez nous, on les appelle du terme anglais ripper, voilà. Alors sur les populations effectivement non-cadres, c'est un point extrêmement important. Ce qu'on a regardé, c'est seniors et pénibilité. Donc là, je cumule 2 facteurs. Et j'aurais tendance à cumuler un 3e facteur, parce que là, je vais parler, pénibilité, c'est qui est sur des emplois pénibles? C'est les catégories ouvrières. Et je le mixe aussi avec un 3e élément, qui est les qualifications, les compétences, les formations initiales. Et là, effectivement, on regarde, on a à peu près 20% de nos populations ouvrières qui sont dans des emplois pénibles. Sur quels critères de pénibilité? Principalement du bruit, principalement des équipes alternantes ou des équipes de nuit. C'est principalement ces facteurs-là. Mais ce 20% général, il est 15% dans l'eau, il est 40% dans les activités de déchets. Le tri, la collecte, tous les centres d'incinération sur lesquels il y a des équipes tournantes et qui fonctionnent nuit et jour pour valoriser les déchets. Là, effectivement, il y a une attention particulière et c'était le groupe de travail et c'est pour ça qu'on est venu. Alors, on refuse rarement quand Daniel nous appelle, mais c'était aussi un plaisir de partager ça, de se dire, là, il y a une responsabilité sociale qu'on a beaucoup entendue quand même au moment du débat des retraites sur le travail, sur les situations des conditions de travail et effectivement sur ce report de 2 ans de l'âge légal. On a entendu beaucoup de choses dans les cortèges. Les organisations syndicales nous en ont parlé à juste titre. C'est que le travail en France, c'est un travail de conditions de travail difficiles sur lequel on n'a certainement pas suffisamment investi en amont pour prévenir la pénibilité. Et j'aime bien le terme qui est utilisé à l'heure actuelle dans les débats sur le travail, de soutenabilité du travail, d'inverser les choses.
on a beaucoup partagé avec des organisations syndicales que pendant des années, on a payé la pénibilité. C'est-à-dire, le travail est pénible, je te donne une prime pour avoir conditions de chaleur, conditions de bruit, conditions de charge physique. On donnait dans les ateliers les plus difficiles des primes complémentaires. Le risque, c'est que ça ne nous amenait pas à résoudre le problème à la source, et c'est plutôt ça qu'il faut faire. Il y a les fonds FIPU, on en parle dans le livre blanc, et vous avez tout un chapitre sur pénibilité et senior, c'est le chapitre 8. Je vous recommande de le regarder, mais il y a des fonds qui vont travailler encore une fois sur l'anticipation. Oui, on retrouve le maître mot voilà. anticipation et accompagnement. Hein, c'est vraiment dans l'entreprise. Et c'est dans le travail, c'est dans effectivement identifier tous les salariés qui sont des salariés dans les plus de 55 ans. J'ai à peu près 800 ouvriers de plus de 55 ans dans des emplois pénibles. Il faut que je m'en occupe, mais j'en ai aussi 2700 qui sont dans des emplois pénibles qui sont de moins de 50 ans. Je ne peux pas gérer simplement... Donc du coup, la pénibilité, est-ce que c'est une pénibilité et senior? Il y a eu un débat en interne. C'est plutôt travailler la pénibilité ou la soutenabilité du travail pour tous les collaborateurs. Si à 30 ans, pendant jusqu'à 50 ans, il est dans un emploi pénible, il y a une usure au travail. Et là, il y a beaucoup de réflexions ou de pistes qu'on a essayé d'ouvrir avec le groupe de travail sur cette pénibilité, cette anticipation, ces parcours de carrière, ces actions de formation peut-être un peu plus ciblées pour ceux qui sont dans des emplois pénibles, pour qu'ils sortent de l'emploi pénible, qu'il y ait un ascenseur social qui fonctionne et qu'on puisse effectivement les accompagner. Puis on a évoqué la santé. Alors dans les grandes entreprises, pour les dirigeants, j'en bénéficie, tous les 2 ans, on vous dit on va te faire un petit check-up pour voir si tu es encore à peu près pas périmé, c'est ça, hein, voilà, pas périmé. On prend soin de vous, on a lancé un Veolia Cares. Il y a une évolution là sur laquelle on se dit, ces dispositifs qui étaient ciblés sur des dirigeants, c'est super, mais généralement, on a aussi les capacités, nous, à aller voir un médecin ou se faire un check-up. De le cibler sur les populations qui sont dans des populations, sur des emplois pénibles, pour l'accompagner. On aurait besoin d'une médecine du travail plus présente. Pour nous aider sur pendant combien de temps, sans provoquer de l'usure professionnelle, on pourrait rester sur un emploi pénible pour après avoir des variations, des rythmes différents. Et ça, je pense que la logique de flexibilité, de rythme, elle peut être pour des personnels non cadres, elle peut être aussi pour des personnels cadres, de sortir parfois de routine, d'accepter effectivement des variations. J'adore les débats sur le télétravail pour les jeunes. Mais voilà, le télétravail ou les rythmes, c'est pour tous les collaborateurs. C'est pas qu'une histoire de jeunes qui ont envie ou qui n'ont pas envie, etc. Est-ce que vous réfléchissez aussi sur les bassins d'emploi à trouver des portes de sortie pour des seniors, notamment, je pense. On m'avait dit, oui, les éboueurs, ils ont des compétences parce qu'ils sont dehors tout le temps, ils acquièrent des compétences sur la sécurité. Est-ce que sur les bassins d'emploi, vous pouvez travailler avec d'autres entreprises et faire facilement le transfert de certains salariés? Alors oui, là aussi c'est des débats internes et avec des collègues également, c'est de dire il faut qu'on réfléchisse sur quand c'est plus possible ou quand on n'a pas les possibilités en interne, est-ce qu'il y a une possibilité dans l'accompagnement externe? Je vais y revenir. Mais il ne faut pas que ça nous empêche de dire bien sûr. Travail en amont et tout le possible préalable pour dire oui, je l'ai amené à 58 ou 59 ans, puis maintenant on va le mettre à l'extérieur. Par contre, si on prend les choses positivement, qu'on a travaillé, qu'on a investi en amont, qu'on a accompagné avec de la formation, qu'on a des variations de rythme, il peut être effectivement à un moment donné, pour certains, difficile quand on cumule effectivement seniorité, pénibilité, parcours professionnel. Il y a des parcours professionnels quand on rentre dans le détail, qui ne sont pas que chez Veolia, mais de gens qui ont eu continuellement des métiers difficiles. Et là, il y a de l'usure, et ça, il faut qu'on le prenne en compte. Donc, et avec parfois des formations initiales relativement faibles parce qu'on a des premiers niveaux d'emploi et de qualification. Là, il faut qu'on trouve des solutions. Et effectivement, il n'y aura pas de mobilité géographique, on le sait. Donc, c'est dans le territoire qu'il faut le trouver. Et dans le territoire, il peut y avoir des besoins d'emploi, quelles que soient les compétences. Et ce qu'on essaie de travailler, c'est des pilotes locaux avec quelques entreprises pour se dire, on l'a eu beaucoup sur des chauffeurs, on l'a eu beaucoup sur des agents de sécurité. Quand vous êtes agent de déchetterie, vous accueillez du public et puis vous guidez le public. C'est pas très loin par moment, quand vous êtes dans un hall chauffé, etc., d'un grand bâtiment ou ici, vous avez des services de sécurité qui nous accompagnent. Les compétences vont être absolument les mêmes. Et donc là, il y a des transpositions. Le sujet qu'il y aura à trouver, c'est
comment on reprofessionnalise sans passer par le chômage, qui est traumatique. Bien sûr, bien sûr. Donc là, on a évoqué des pistes dans des PDVA, vous avez des congés de reclassement, c'est pas la même chose. Vous avez un projet professionnel, vous allez vers des formations ou des reformations. On pourrait réutiliser des dispositifs plus acceptés ou plus acceptables, et puis accompagner véritablement. Et comme on l'a dit, les dispositifs, tout existe. Faut se pencher. On a dit, c'est vraiment l'anticipation, l'accompagnement, et puis après, réfléchir avec tous les dispositifs, ce qui convient le mieux pour la personne que vous avez en face de vous. C'est un gros boulot pour les DRH. Et je crois que dans beaucoup d'entreprises, ce boulot n'était pas vraiment fait aujourd'hui. Mais ça commence. Voilà, on sent une inflexion, on l'a senti. Je pense qu'il y a une inflexion et je pense que tous les débats quand même qu'on a entendus sur la retraite, sur le travail, nous amènent à réfléchir quand même, c'est quoi nos populations, c'est quoi nos collaborateurs. Si on veut une performance collective et une responsabilité sociale, elle s'attaque là. Et il faut la regarder véritablement en face pour bien accompagner. Et justement, Nathalie, à Page Group, vous avez mis en place une politique senior énorme. Alors, on essaye de faire les choses à peu près correctement. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, je m'excuse, je suis un petit peu malade. Alors, effectivement, on a pensé notre politique senior dans la politique globale de la DE&I chez Page. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement rappeler que nous, en tant que cabinet de recrutement, on a plusieurs parties prenantes. En fait, on est déjà un employeur et on se doit d'être responsable par rapport à nos propres salariés. Ensuite, on a des parties prenantes qui sont des clients, qui sont à la recherche de candidats et des candidats qui sont à la recherche d'entreprises. Et donc, on sait que sur la partie des seniors, la rencontre se fait difficilement. Et sur cet aspect-là, par exemple, nous, on forme tous nos collaborateurs, donc nos consultants, nos 750 consultants, à savoir répondre en fait à des demandes, à des remarques et voire à des refus discriminatoires, parce que c'est pas la même chose et ça n'implique pas le même argumentaire. Et ça, c'est très important. Et donc, en plus, ça a été un sujet qui a été travaillé collectivement au sein du groupe de travail qu'on a chez Page, qui s'appelle Age at Page, et qui travaille sur la question de l'agisme et de l'intergénérationnel. Donc là, on a commencé le premier volet qui est l'âge et particulièrement en fait les stéréotypes sur les plus de 45 ans, parce que nous, on commence à partir de 45 ans finalement. Parce qu'on veut aussi inclure les femmes qui, en tant que groupe social, se voient en tout cas reprocher une seniorité beaucoup plus tôt que les hommes. Donc, d'où l'idée de commencer à 45 ans. Et ce groupe de travail a eu l'idée effectivement d'un support qui serait à la fois un outil d'argumentation pour nos propres consultants, mais aussi un outil aussi qu'on peut diffuser auprès de nos clients pour leur rappeler, bien évidemment, qu'ils ont des biais et des préjugés. Et ça, c'est des choses malheureusement qu'on voit tous les jours. Et l'un des volets en fait de cette politique senior chez Pell, ça a été aussi l'accompagnement et la sensibilisation. Pourquoi la sensibilisation ? Tout simplement parce qu'on est dans un cadre culturel en France où le critère de l'âge, en fait, il est socialement accepté. L'idée de ne pas vouloir une personne senior, c'est socialement accepté. C'est un des critères qu'on entend le plus facilement au téléphone de la part de nos clients. On ne les entendra pas nous dire « je ne veux pas de personne avec un nom d'origine maghrébine ». Ils pourront le faire éventuellement, mais par contre, nous dire clairement et de manière très frontale, à moi, un homme de plus de 50 ans, non, moi j'ai une équipe, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse être là et qui s'investisse. Enfin, après, on connaît les poncifs des demandes discriminatoires. Donc, en fait, on se rend compte qu'il faut travailler à la fois sur ces remarques, sur ces demandes et derrière sur les refus, parce que nous, nos collaborateurs, nos consultants, on le voit très bien, c'est souvent quand on envoie des CV, parce qu'il y a une demande qui a été faite, une recherche qui a été faite, une présélection qui a été faite. Donc, on appelle les candidats et on estime on envoie les 5-6 meilleurs. Et souvent, dans les 5-6 meilleurs, on a des femmes, on a des personnes de plus de 50 ans. Et l'idée, c'est de dire, mais en fait, vous avez les meilleurs candidats là qu'on vous propose. Et dedans, vous avez des personnes de plus de 50 ans. Et en fait, on se retrouve avec des clients qui sont capables de dire, en fait, je ne vous réponds pas sur ce type de CV, je vais vous répondre surtout celui-là qui a 35 à 45 ans. Donc ça, c'est tout un travail qu'on mène après avec nos consultants pour les outiller sur cette question-là. Donc là, c'est vraiment la partie acteur de l'emploi responsable. Après, on est aussi un employeur et on se doit d'être responsable. Alors, comme beaucoup de cabinets de conseil, notre population est relativement jeune. Et donc, en fait, nous, on travaille aussi sur l'image qu'on renvoie en fait, du métier de consultant. Et de se dire, en fait, ce qu'on recherche, c'est des compétences. Et ça marche plutôt bien. Excusez-moi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a de plus en plus de candidats qui viennent nous voir en disant, moi, le métier de recruteur, je ne connais pas. Par contre, la logistique, c'est un secteur que je connais très bien parce que j'y ai passé 20 ans.
j'ai aussi en termes de mémoire professionnelle, de background, quelque chose que je peux apporter parce que je parlais le langage de vos clients. Et en fait, on se retrouve avec toute une petite population. Alors, c'est pas le plus gros de nos troupes, c'est vrai, mais on s'échine à trouver effectivement des moyens d'attirer ce type de candidats qui deviendront, nous, nos consultants de demain, parce qu'en fait, ils ont une véritable plus-value, une compétence, et qui connaissent les secteurs d'activité. Souvent, ils connaissent même l'histoire du secteur et sont capables de vous dire quelle entreprise a fusionné avec telle entreprise, qui a disparu, quelles ont été les grandes évolutions de leur secteur. Et ça, on sait que c'est une compétence qui est extrêmement importante pour les clients. Donc, on travaille à la fois effectivement en interne pour pouvoir attirer ce type de candidats pour devenir des consultants chez Page. Et ensuite, on travaille aussi énormément auprès de nos clients, à la fois comme conseil et parfois aussi, malheureusement, on doit leur rappeler la loi et que la discrimination, en fait, c'est interdit dans le recrutement. Est-ce que, comme Eurogroupe, vous avez senti que l'intergénérationnel, aujourd'hui, avec ces politiques mises en place, passait très bien ? Oui, alors effectivement, et d'ailleurs, nous, ce qu'on propose, c'est souvent des tables rondes où effectivement, on fait intervenir certains de nos clients qu'on trouve très pertinents sur le sujet de l'intergénérationnel. Et on a eu aussi la chance de faire une étude avec Silver Echo sur le vieillissement actif, où il y a tout un volet sur l'intergénérationnel et effectivement l'impact positif que ça peut avoir sur le collectif de travail, sur la performance et sur la durabilité même de l'entreprise. Et donc ça, c'est des sujets qui prennent énormément auprès de nos clients et d'ailleurs particulièrement sur nos clients hors Île-de-France, il faut le savoir. Est-ce que vous estimez dans votre entreprise, je vais poser la question à Olivier et à toi, Laetitia n'étant pas dans... Mais si, parce que la PEC recrute aussi. La PEC recrute aussi. En conclusion, quelle est pour vous, vous avez... bon, c'est une lutte, hein, c'est une bataille. Vous en êtes à quel pourcentage dans votre entreprise, dans votre organisation? Quel pourcentage de réussite de cette lutte? Alors pour moi, en fait, on est, je pense, sur le bon chemin. Je ne suis pas capable, Daniel, de te dire à quel taux de réussite on est. Moi, j'estime qu'on est sur le bon chemin parce qu'en fait, je pense que tous les voyants, alors j'aimerais dire qu'ils sont au vert, mais en fait, ils sont un peu rouge-orange, mais en tout cas, le problème, c'est que, enfin, c'est même pas un problème. Je pense que le défi qui est le nôtre, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle de plus en plus de l'allongement du temps de travail, enfin de la vie professionnelle. On se retrouve avec des collaborateurs qui ont face, en tout cas chez Page, des clients qui sont en tout cas plus difficilement, on peut difficilement leur faire entendre qu'un candidat de plus de 50 ans est un bon candidat. Et ils se disent, mais en fait aussi, et ça c'est beaucoup de consultants qui sont relativement jeunes chez nous, qui me disent, mais en fait quand ils refusent un candidat de 55 ans, 60 ans, en fait ils refusent mon père, en fait, qui lui aussi peut se retrouver dans cette situation. Et donc moi, tout ce cadre-là qu'on a chez Page, culturel et social aussi par l'actualité, nous permet de dire, en fait, il faut que la responsabilité individuelle et collective, on en fasse quelque chose sur cette question-là. Tout à fait. Donc c'est plutôt comme ça que je répondrai. Merci. Et toi, Olivier? Alors moi, je répondrai je reprendrai un point de Nathalie là, sur l'expérience, la connaissance d'un métier, la connaissance d'un territoire, la connaissance d'un client, des solutions. De la façon d'amener également ça, on a besoin d'expérience dans nos métiers. Et du coup, ce n'est pas que des seniors, c'est véritablement un collectif. Alors, je suis très sport collectif. On a besoin certainement de juniors, d'innovants, etc. Mais quand le match est un peu dur, on a besoin aussi de savoir le jouer avec un peu d'expérience. Et ça, c'est cette complémentarité du collectif qui est très importante. Et je pense qu'elle est très partagée, très transversale. Et on a parlé de reverse mentoring, on a parlé de mentor. Alors, on m'a désigné il y a 2 ans ou 3 ans mentor, super. Donc, je transmets, mais j'apprends énormément aussi par les jeunes générations. Donc je crois que c'est plutôt une valorisation du collectif, de ce qu'est notre société, avec ses diversités, dont l'âge, mais il n'y a pas que l'âge, et de casser bien des stéréotypes, parce que ces stéréotypes, ils sont parfois inversés. Alors, j'ai vu qu'on pouvait être Premier ministre à 33 ans, mais qu'on peut l'être à 73 ans. Donc, sur cet élément-là, je pense que c'est de l'expérience, c'est un apport, c'est qu'est-ce que ça va correspondre. Et il n'y a ni jeunisme, ni agisme, il y a un collectif qui doit travailler ensemble. Et toi, Laetitia, parce qu'on a parlé de la PEC en tant qu'organisation, mais vous aussi, vous recrutez. Vous avez combien de salariés à la PEC? La PEC, c'est aujourd'hui 1100 collaborateurs et collaboratrices, et on recrute de façon assez sensible depuis 2-3 ans. On est plutôt en croissance.
En effet, peut-être quelques éléments de réponse. D'abord, le recrutement inclusif, l'égalité des chances, la non-discrimination, ça fait partie de nos missions. Et c'est ce qu'on fait au quotidien dans l'accompagnement des cadres et des entreprises. Donc on a un devoir. Vous appliquez ça à vous-même. On ne peut pas faire autrement que ce qu'on dit aux entreprises de faire. Ah, ça me semble basique. Et on a pour le coup à la fois, j'ai envie de dire, de bons résultats et pas trop de difficultés. On fait chaque année, bien sûr, des réunions d'accueil de tous les nouveaux recrutés. Et à l'avant-dernière session d'accueil des nouveaux recrutés, à laquelle j'essaye de participer régulièrement, il y avait un jeune recruté de 62 ans. Mais je mettrais... au-delà, bien sûr, de l'engagement qu'on a dans ce recrutement inclusif, je mettrais aussi un élément qui est notre réalité, qui est qu'on a un métier d'accompagnement dans la carrière et les parcours. Et donc, on a forcément besoin... L'essentiel de nos collaborateurs, c'est des consultants. Et donc, on a besoin que ces consultants, ils aient de l'expérience. Donc, par nature, nous, on va aller recruter des gens qui ont de l'expérience parce que c'est plus difficile pour un petit jeune qui n'a pas d'expérience d'aller expliquer à un cadre ou à une entreprise comment gérer son parcours. Donc, voilà, c'est aussi lié à notre métier. Très bien. On va, avant de vous passer la parole pour vos questions, vos témoignages, je voulais vous dire aussi qu'on remet les trophées de la reconversion. On devait les remettre le 15 à l'occasion de notre colloque. Du coup, on ne va pas le faire le 15, on va le faire le 14 à l'occasion de notre salon. On a tenu le jury vendredi dernier pendant 3 heures. Alors, nous faisons ça avec les AT Pro en région. Donc, il y a des finales régionales et nous, on fait la finale nationale. Donc, on avait tous les lauréats de toutes les régions qui étaient là et ça a été très, très, très dur de choisir. Et c'est tous ces instants de vie, tous ces parcours de vie, dont un prix senior. Mais souvent, d'ailleurs, il y a des seniors qui aussi avaient créé leur entreprise, qui étaient dans différentes catégories. Si vous n'êtes pas encore convaincu qu'il faut recruter des seniors, venez aussi, je ne sais pas à quelle heure on va faire ça, à l'heure du déjeuner. Oui, à l'heure du déjeuner, le 14 novembre, vous verrez, c'est formidable et vous repartirez avec une pêche extraordinaire et dès le lendemain, vous direz, allez, je recrute un senior. Voilà, je vous passe la parole maintenant pour des questions ou des témoignages. Qui veut prendre la parole ? Du coup, Daniel, tu veux nous présenter un petit peu ton label ? Oui, effectivement. Donc un petit mot sur le label Emploi 45+. Nous, on est une structure qui accompagne des demandeurs d'emploi et on s'est aperçu qu'effectivement, pour amener les seniors vers l'emploi, il fallait travailler sur les deux côtés. D'un côté, aider les demandeurs d'emploi dans des logiques dont parlait Daniel, un peu de CEJ senior, et c'est des choses qu'on a mis en place. Vous trouverez également d'ailleurs en exemple dans le livre blanc. Et puis de l'autre côté, c'était de répondre aussi à une demande d'entreprise qui, pour certaines, souhaitent recruter des seniors et qui n'ont pas le droit de le dire. C'est un élément dont on n'a pas parlé, mais effectivement, beaucoup d'entreprises font une discrimination tranquille des seniors en me disant, j'ai même eu droit, moi, si vous m'envoyez des gens de plus de 35 ans, 35 ans, hein, c'est pas la peine, mes managers en voudront pas. Bon, et on vous le dit tranquille, effectivement. Mais par contre, de l'autre côté, il y a des entreprises qui souhaitent recruter des seniors et qui n'ont pas le moyen de l'exprimer. C'est les plateformes téléphoniques, par exemple, c'est les conducteurs de bus, c'est des gens comme ça qui, pour les conducteurs de bus, ont vu qu'il y avait moins d'accidents par des conducteurs seniors. Pour les plateformes téléphoniques, ont des gens qui sont plus à l'aise pour répondre au téléphone, etc. Donc il y a des entreprises qui le souhaitent. Et du coup, on a créé ce label, d'abord à titre expérimental sur le Val-de-Marne, puisque c'est notre terrain, je dirais, de jeu de base. Et puis
bien, devant la demande, on a élargi ce label. Depuis l'année dernière, effectivement, on a fait nos premières remises de labels nationales, puisque du coup, on a remis des labels à des entreprises qui venaient un peu de la France entière. Et puis, dont des entreprises qu'on n'attendrait pas, par exemple NGE. Dont des entreprises comme NGE qu'on n'attend pas, effectivement, hein, sur du gros BTP, où on dit, a priori, pourquoi ils recruteraient des seniors. Et en fait, les entreprises qui choisissent le label, il y a trois populations. Il y a soit, comme j'ai dit, les entreprises qui souhaitent recruter des seniors pour des raisons qui les regardent, soit des entreprises qui se veulent très inclusives, typiquement NGE, qui disent nous, tous les gens peuvent venir chez nous et sont les bienvenus. Et puis d'autres qui sont vraiment dans des politiques un peu plus spécifiques de RSE, etc. Ou portées par un dirigeant qui un jour a vu la lumière et s'est dit c'est merveilleux, on va faire des choses pour les seniors. Donc voilà, c'est un peu ce public-là. Et n'hésitez pas, donc, si dans vos entreprises, le label en fait a une grosse différence par rapport, comme disait Daniel, à l'index, c'est qu'un label, ça s'adapte à l'entreprise. Un index, on vous dit, vous avez tant de seniors, vous avez le label, vous avez en dessous, vous ne l'avez pas. Or, typiquement, on s'aperçoit que souvent, c'est les entreprises qui ont le plus de seniors, parce que l'histoire les a amenés à avoir beaucoup de seniors, qui aujourd'hui en recrutent le moins. Leur donner un index nous paraissait un petit peu surréaliste, alors que le label, justement, s'adapte à ce que fait l'entreprise en termes de formation, en termes d'accompagnement, en termes de management, en termes de communication aussi, c'est extrêmement important, puisque beaucoup de demandeurs d'emploi seniors, en fait, ont le sentiment que c'est foutu. C'est foutu parce qu'ils ne voient aucune annonce directe pour eux, ils n'ont pas le droit, les entreprises n'ont pas le droit, doivent affronter beaucoup de refus. Et puis, se dire qu'il y a des entreprises qui lèvent la main et qui disent nous, ça nous intéresse, on se labellise parce que cette population nous intéresse, en soi, c'est déjà un élément extrêmement important. Merci Daniel. Peut-être aussi que Anne pourrait prendre la parole, puisque on pense souvent à la région qui va aider les jeunes à travers notamment son agence de l'orientation, mais la région Île-de-France aussi s'est préoccupée du sujet et est en train de lancer beaucoup de choses. Merci Daniel de me donner la parole. Alors effectivement, l'agence Oriane qui s'est développée depuis janvier 2023 a mis en place un certain nombre de services et on se rend compte en effet, donc nous sommes orientation, c'est une compétence déléguée aux régions depuis la loi de 2018 et donc nous sommes sur l'orientation tout au long de la vie et on se rend compte que par exemple sur nos entretiens personnels, nos entretiens individuels et le numéro vert qui est un numéro où on peut savoir quel est le bon interlocuteur pour s'orienter, et on pensait qu'il y aurait plein de jeunes et une large majorité de jeunes et en fait il y a énormément de plus de 50 ans qui s'adressent et alors j'avais justement une petite question, Daniel. Tu as parlé tout à l'heure du CEP oui. et on est tous d'accord pour dire que c'est un exercice extraordinaire de reset de la tête pour les seniors et pour redégager des vraies compétences, j'allais dire bankable, voilà. Et est-ce que l'idée ne serait pas qu'on décloisonne les opérateurs du CEP, c'est-à-dire tous les opérateurs du CEP, il y en a 5, voilà, pour faire une campagne de com au service donc des seniors franciliens pour qu'ils pigent, parce que en fait le concept du CEP, personne, nous on le voit justement dans nos entretiens. Et dans notre relation senior à l'agence Oriane, en fait, ils ne savent pas ce que c'est. Ils se disent, mais est-ce que c'est pour les jeunes? Est-ce que, voilà. Oui. Allez-y, je vous en prie. Bonjour à tous et à toutes. Oui, je suis d'accord avec vous concernant le CEP. Moi, je suis en recherche d'emploi et dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et
Je n'ai pas eu connaissance de ce dispositif CEP. Et j'ai financé moi-même un bilan de compétences. Ça va plus loin, en plus, voilà. le CEP que le bilan de compétences. Et si j'avais su, si on m'avait indiqué ça, bon, après, moi, j'avais fait des recherches, mais ce n'est pas apparu dans mes recherches. Et donc, effectivement, il y a un problème de communication. Alors, en même temps, l'État est un peu ambivalent vis-à-vis du CEP, parce que c'est un dispositif qui coûte cher, évidemment, parce que c'est un très, très bon dispositif. Donc, l'État met en avant ce dispositif, et en même temps, il se dit, si demain ça explose, comment on va le financer ? Vous voyez ? Donc, c'est un petit peu ambivalent, quand même, sur le CEP. Mais nous on pousse, hein. On pousse. Venez le 14 novembre, surtout, parce qu'on va vous expliquer par A plus B, plus C plus D, le CEP. Et comme j'ai le micro, je voulais justement faire aussi une remarque sur mon expérience. Donc moi, je suis d'une formation juridique, j'étais responsable juridique et j'ai voulu prendre une nouvelle direction. Et donc j'ai suivi une formation dans le développement durable. Et donc j'ai finalisé ma formation, j'ai obtenu mon diplôme dernièrement. Et je suis passée par France Travail, puisque je suis à la recherche d'un emploi, pour m'aider justement à être un peu plus opérationnelle, puisque c'est une nouvelle compétence, et donc avoir une expérience pratique pour appliquer ce que j'ai appris tout au long de cette formation. Et il y a effectivement cet outil d'immersion facilitée, mais très bien. C'est une très bonne idée. Je sais que l'APEC fait la même chose, mais pour ceux qui sont déjà en poste, me semble-t-il. Voilà, d'accord. Mais c'est un très bon outil, mais je trouve qu'il n'est pas adapté à la situation des seniors. Ah oui ? Oui, parce qu'en fait, on n'a qu'un mois. C'est un mois renouvelable sous certaines conditions. Donc, si vous voulez vous proposer votre candidature à des entreprises ou des boîtes de conseil, vous leur dites prenez-moi pendant un mois de stage. Pour eux, c'est pas intéressant. Pour moi, ça ne l'est pas non plus. Donc, il y a 2 mois, c'est renouvelable. Mais je sais que c'est pour des raisons financières, puisque je crois qu'au-delà de 3 mois, l'entreprise doit financer, Donc, il faudrait peut-être adapter. C'est financé par France Travail, normalement. Oui, mais c'est financé par France Travail pendant 2 mois, parce qu'en fait, on touche les allocations. Mais je pense que si... Moi, on me dit, parce que j'avais soulevé cette question, parce qu'elle me semble judicieuse, on m'avait dit, en fait, je vous parlais tout à l'heure de la confiance. En fait, les personnes qui font ces immersions manquent beaucoup de confiance en elles, et ça suffit pour redonner confiance, parce qu'elles voient tout de suite les compétences qu'elles peuvent mettre à profit dans un nouveau type d'emploi. Donc, mais bon, c'est du verbal, c'est du déclaratif, vous voyez. Alors, sur le sujet du développement durable, nous avons aussi un autre salon qui s'appelle Talents for the Planet, qui est sur les transformations des métiers, transformation des formations pour aller vers l'emploi à impact. Et donc ça, je crois, c'est le 19. Oui. Alors j'espère que d'ici là, vous aurez trouvé votre emploi. Mais sinon, ça sera le 19 mars au Parc Floral de Vincennes. C'est une journée absolument extraordinaire de dynamisme. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans votre cas, si je puis dire, qui se disent « Bon, ça va, j'ai élevé mes mômes. Maintenant, je peux avoir un métier qui correspond beaucoup plus à mes valeurs. Et donc, je vais changer. » Et donc, on a beaucoup de femmes, dans votre cas, qui viennent pour changer leur vie et trouver. Et on a un job board là, pendant 1 mois avant et 1 mois après sur tous les postes possibles sur le développement durable. Donc, je pense juriste et développement durable, franchement, vous devriez trouver. Hein, voilà, vous devriez trouver. Oui ? Oui, si je peux. Pardon, excuse-moi Daniel, si je peux me permettre juste sur le CEP, on est en plein dans les semaines de l'évolution professionnelle. Je crois que c'est cette semaine et la semaine prochaine au niveau national. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui ont été mis en œuvre par les différents opérateurs du CEP sur ces 2 semaines. C'est annuel, hein, c'est toujours à cette époque. Donc il y a plein de webinaires qui sont proposés, plein d'ateliers qui permettent justement
faire connaître davantage ce dispositif et d'autres dispositifs intéressants en matière d'évolution professionnelle ou de reconversion. Donc c'est l'actualité. Et sur la connaissance du CEP, je pense qu'il faut aussi travailler avec les RH, parce qu'en fait, le CEP, je le rappelle, il est accessible à tous. Hein, et en fait, il y a déjà les RH ne sont pas tous informés de ce dispositif. Et donc, il y a aussi des choses qui pourraient être assez simples dans ce cadre-là pour que les RH déjà connaissent, se l'approprient et puissent en parler à leurs salariés qui demain peut-être ne seront plus leurs salariés, etc. Donc ça, c'est pour le CEP. Sur l'immersion professionnelle, pardon, c'est un dispositif qui est aujourd'hui encadré par la loi. Donc, en effet, il y a une durée maximale qui est prévue. L'APEC peut prescrire des CEP pour des immersions professionnelles pour les cadres par délégation de France Travail. Donc, en effet, on le fait depuis 1 an et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne pour plein de classes d'âge différentes. Ça fonctionne très bien pour les seniors. Et par contre, l'idée vraiment de l'immersion pro, ça peut même être 1 semaine, hein, l'immersion pro. Hein. C'est vraiment de découvrir un environnement, un secteur, une entreprise qu'on ne connaît pas, de se faire connaître dans cette entreprise. C'est pas la même idée que réaliser une activité, un stage, une mission. C'est complémentaire. Hein. Donc, je comprends tout à fait votre expérience et votre frustration par rapport à ce qui vous a été proposé, mais vraiment l'objet essentiel de l'immersion pro, c'est se découvrir mutuellement, pas forcément et voir si on a les compétences qui correspondent voir la transférabilité, à ce etc. qu'on pensait. Oui, oui. Okay. Non, vous n'avez pas besoin de ça, vous n'aviez pas besoin, vous. Ah oui, ce n'était pas adapté pour vous. Oui, oui. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi vous ne tournez pas vers l'intérim ou le management de transition? Ou le management de transition, c'est un super dispositif. Vous voyez, quand vous avez une expertise, c'est bankable, comme on dit, hein, comme j'ai entendu tout à l'heure, en bon français. Monsieur, vous vouliez poser votre question? Bonjour. J'ai été bénévole dans une association qui s'appelle Force Femmes, qui accompagne un peu partout en France des femmes de plus de 45 ans à trouver un emploi ou à développer une activité. Et en fait, j'animais un atelier sur comment créer son réseau, comment animer son réseau. Et j'étais frappé par le manque de maîtrise ou l'absence de maîtrise de cette notion de réseau, alors numérique, LinkedIn, mais aussi réseau physique, professionnel, etc. Et or, on sait que l'activation de son réseau, c'est essentiel pour trouver un emploi. Et par conséquent, je voulais savoir si... Alors, il y a des réseaux de femmes qui sont très dynamiques, très influents, mais plutôt sur des postes de haut cadre. Mais pour des positions plus moins, on va dire, prestigieuses, j'ai l'impression qu'il y a moins de réseaux. Et je voulais savoir si dans votre livre blanc, vous aviez un peu travaillé sur cette notion, parce que j'ai l'impression que c'est assez important. Quand même. Oui, et d'ailleurs, dans le groupe, il y a la vice-présidente de Force Femmes. Hein. Oui. Ah oui. Oui. Donc oui. Il y a des choses dans le livre blanc. Oui, tout à fait. Oui. Et pour les femmes en particulier. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis bénévole, entre autres choses, mais bénévole dans une association qui s'appelle Avarap. Alors, je ne sais pas si ça parle à Avarap. Je ne sais pas si ça parle notamment à Madame Mieudeau. Voilà. Mais c'est un dispositif que j'ai parcouru moi-même et du coup je redonne, donc je suis bénévole animateur là-dedans et c'est absolument remarquable. C'est un processus relativement long, approfondi, travail de groupe qui est gratuit, qui coûte le prix de la location de la salle. Mais voilà, je ne sais pas quel lien il y a entre Avarap et l'APEC, mais ça me semble être un dispositif remarquable. Et moi je me dis, avant de passer la parole à Laetitia, que ça serait bien si vous veniez le 14 novembre vers du bénévolat à notre salon. Alors là, vous n'allez pas désemplir de la journée. Alors, si je me trompe, Stéphanie, tu me corriges, mais on a pas mal d'actions déjà avec Avarap. J'ai en tête notamment des expériences en Bretagne,
où ça fonctionne bien, où il y a une bonne relation entre nous. Et pour moi, à Avarap, ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est l'implication, l'engagement des bénévoles pour animer ces travaux de groupe sur une durée assez longue. Et j'ai l'impression en effet que ça fonctionne très bien en termes de remise en confiance, en termes de construction de réseau aussi, de capacité à se projeter sur des projets professionnels variés. Donc on n'a pas, je crois, de convention particulière avec cette association, mais en tout cas il y a des échanges réguliers, au moins au niveau régional, qui se passent, et plutôt positifs, je crois. Bonjour à toutes et à tous. Donc Fadila Chaichi, je suis DRH et je suis une jeune senior en transition depuis quelques mois. Et je voulais, alors je ne connaissais pas non plus le CEP, mais maintenant c'est chose faite. Donc je suis ravie d'apprendre ce dispositif qui va rester dans un coin de ma tête pour mon prochain poste. Donc je voulais surtout faire un retour d'expérience en termes d'intergénérationnel. En vous disant qu'effectivement, je suis convaincue que ça marche, mais ça a véritablement marché dans ma précédente entreprise, où je suis arrivée et j'avais une équipe paye, pour ne pas la citer, très jeune et en très très grande difficulté. Une paye qu'il fallait tout reprendre de A à Z. Et j'ai mixé cette équipe en faisant entrer des seniors. Pour le coup, j'ai fait entrer 2 personnes de plus de 60 ans. Pas parce qu'elles avaient 60 ans, mais parce qu'elles avaient véritablement l'expérience et l'expertise dont j'avais besoin pour redynamiser ce service qui en avait grandement besoin. Donc j'avais une équipe de 10 personnes, paye, et là, les âges allaient de 28 à 63 ans. Ils ont fait un remarquable travail, et en 9 mois, on est passé de voyance qu'on avait mis en place une roadmap avec des KPI. On est passé de KPI en rouge en vert en 9 mois, avec des retours dithyrambiques de la direction générale des équipes. Donc ça marche. Et aujourd'hui, enfin moi je les ai quittés, mais cette équipe est heureuse. Aller avec des jeunes et puis des seniors. Donc moi, j'étais déjà convaincue, mais j'ai ce retour d'expérience où mixer les expériences, les âges, c'est formidable. Donc c'est encore un élément de la diversité là. C'est une diversité d'âge avec des retours extrêmement positifs. Alors au début, il faut les accompagner, hein. Il faut les accompagner parce qu'effectivement, il y a le choc des cultures quand vous avez quelqu'un de 28 ans et de 63 ans. Mais ça a été une superbe expérience. Voilà. Merci pour ce témoignage. Peut-être un commentaire, parce que je pense que c'est un point très important. Sur un CV ou sur un parcours, on parle des postes qu'on a eus. Là, ce que vous soulignez, c'est les moments, les situations, les expériences, la confrontation à certaines situations. Et c'est bien au-delà de dire j'ai été responsable de paye sur tel système de telle date à telle date. Remettre en place un système qui a été fragilisé ou déviant, où il y a des problématiques de paye, c'est une expérience. Et je pense qu'il faut capitaliser, comme moi souvent je le dis, soit sur des juniors, soit sur des seniors. Tu as été confronté à des situations. Et ces situations, elles sont extrêmement importantes, bien au-delà de ce que tes compétences, ton diplôme ou de ce que tu sais faire. Tu as su naviguer dans une situation complexe à un moment donné, avec des acteurs complexes, internes, externes, etc. Et c'est ça qu'il faut beaucoup plus valoriser, les compétences transférables et les situations vécues. Voilà. Je pense que, et du coup, l'expérience fait que vous avez été confronté à beaucoup de situations. Et il faut le valoriser, parce qu'on a parfois des seniors qui disent ouais, moi je sais faire que ça, j'ai fait que ça. Ouais, mais changer de système comptable, changer de système informatique. J'ai un souvenir d'une comptable expérimentée qui me dit, on était très inquiets en disant oh là là, on va mettre en place un nouveau système, etc. Les anciens, ils vont avoir du mal. Et Olivier, ça fait le 5e ou le 6e qu'on implante. Donc bon, il est différent celui-là parce qu'on va apprendre. Mais ce qu'on a mis en place les 4 ou 5 fois pour que ça marche, on va le reprendre. C'est un peu votre expérience de paye, quoi. Merci. On va terminer peut-être sur cette note totalement optimiste. Ah, oh, pardon. Oui, bonjour à tous, Sandra Liebman, Manpower. Je voudrais apporter un témoignage de mon passage en fait l'année dernière sur le salon Nouvelle Vie Pro 50+.
Moi, il y a une chose qui m'a vraiment marquée parmi les nombreux candidats que j'ai rencontrés, c'est qu'en fait, pour bon nombre d'entre eux, ils ne cherchaient pas un CDI. Ils nous disaient, mais on vient vous voir parce que nous, on veut ou une mission d'intérim ou une mission de management de transition, parce qu'en fait, on a subi un PSE après être resté très longtemps dans une entreprise et on ne veut plus s'attacher à une entreprise comme on l'a fait là. Donc, on souhaiterait apporter notre compétence à plusieurs entreprises. Et pour ça, on vient vous voir pour avoir des missions d'intérim ou du management de transition ou avoir des missions le temps qu'on crée notre propre structure, notamment de conseil, pour avoir un revenu. Nous, ça nous intéresse. En plus de ça, ça nous enrichit parce qu'on voit le fonctionnement d'autres entreprises. Après 20 ans dans une entreprise, 25 ans dans une entreprise, on a besoin de voir comment ça fonctionne ailleurs. Donc, ils avaient vraiment une vue très positive de ce qu'ils pouvaient apporter. Et c'est vrai que moi, ça m'a vraiment touchée parce que je ne m'attendais pas à ça. Et je pense qu'il faut qu'on l'intègre, nous, au lieu de vouloir toujours mettre les gens en CDI, peut-être qu'il y a des gens que ça ne les intéresse pas pour des raisons qui leur sont propres, et il faut savoir leur proposer autre chose et leur ouvrir de nouveaux horizons. Oui, c'est vrai que l'intérim est un dispositif où le management de transition, l'un plutôt non cadre et l'autre cadre, mais même dans l'intérim, il y a aussi du cadre, qui est extraordinaire. Donc il faut ouvrir ces chakras, je pense, ouvrir tous les... réfléchir à tous les dispositifs et donc ce sera le mot de la fin pour nous s'il n'y a plus personne. Rendez-vous le 14 novembre pour tous ceux qui ont... c'est Espace Champéret, donc c'est facile pour y aller.